trois types de politiques, aussi dans ma vie. J'ai toujours essayé de distinguer. Une première politique qui est une politique morale, une deuxième politique qui est une politique stratégique, et une troisième politique qui est beaucoup plus difficile à nommer, mais qui est celle que fait le livre, qui est une politique de découpage. La politique morale, elle fonctionne par principe. Elle détermine des principes au sens classique du terme, c'est-à-dire un principe, c'est quelque chose en deçà de quoi on ne peut pas aller. Principe de liberté, d'égalité, d'émancipation, mais aussi d'autorité, de hiérarchie, etc. La deuxième politique, la politique stratégique, elle ne fonctionne pas par principe, elle fonctionne par règles, qui sont des règles d'action, qui sont les moyens d'ajuster des moyens à des fins. Ces deux politiques, dans ce livre, j'essaye de les mettre entre parenthèses, de les mettre de côté. À certains moments de l'histoire, pas tout le temps, le troisième sens de la politique devient absolument nécessaire, sinon les deux premiers perdent absolument leur efficace. Moi, j'ai pas vraiment de doute sur ma politique morale. Dire profondément, je sais qui est un salaud, je sais avec qui je veux être, je sais contre qui je veux être. Donc j'ai des principes moraux, je sais très bien. Enfin voilà, ces principes, ils sont pas nécessairement intéressants. On tue pas les gens, on minimise la souffrance qu'on peut faire à quelque chose de vivant, on essaye de faire en sorte d'être égaux, etc. Ces principes, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, vraiment, c'est pas de. J'ai aussi des principes, j'ai aussi des règles stratégiques. Je suis pas un très bon stratège, mais je sais reconnaître quelqu'un qui est un bon stratège, je sais juger de la stratégie. Mais il se trouve qu'il y a des moments dans l'histoire où tu as beau avoir une morale et tu as beau avoir une stratégie, tu es éternellement confronté à ce problème qui est que les lignes, les camps ne sont pas clairs. Tu as beau savoir avec qui tu veux être, en fait tu n'arrives pas à voir la limite de ton camp. Parce que tu n'arrives pas à énoncer qui c'est nous. Parce que tu écris un tract, tu vas à nuit debout, et puis au moment d'énoncer le nous, tu es là, qu'est-ce que je dis ? Dominé, subalterne, nous les petits. Tu vois bien que tous les termes, aucun terme ne correspond vraiment. Et tu peux te dire, il y a deux possibilités, tu peux dire c'est que du langage, c'est pas grave, c'est pas fondamental, etc. Moi je veux prendre ce problème au sérieux. C'est-à-dire je pense qu'il y a des problèmes, il y a des moments historiques où ce problème devient majeur, devient central. Là, je propose une opération qui est contestable, mais qui est pour moi fondamentale, qui est de dire on va aller faire du troisième sens de la politique, la politique par découpage, et pour le faire, on va suspendre le premier et le deuxième sens. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de principes moraux, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, au sens où en politique, je sais très bien dans quel camp il faut que je m'engage, mais le problème, c'est qu'il faut déterminer ce camp. Et donc le but du livre est de dire je vais suspendre mes principes moraux. Et c'est pour cette raison que je veux traiter de la même manière du communiste et du fasciste. Donc je veux traiter de tous les camps également. Donc je remplace le principe moral, le principe de détermination morale d'un camp, par un principe d'empathie. Et le principe moral qui fonde le livre, il est très simple, c'est rien de ce qui dit nous ne peut nous être tout à fait étranger. Donc quand le djihadiste, quand le fasciste, quand l'identitaire, j'essaie de prendre ceux qui sont plus loin, quand dit nous, il y a quelque chose dans son langage, dans sa pensée, dans son action, qui ne peut pas m'être tout à fait étranger, parce que c'est pas simplement par homonymie ou par synonymie qu'il utilise le même mot. Il soumet aussi sa vie à certaines contraintes, à une certaine situation dont je dois pouvoir penser rationnellement le modèle. Les deux choses sont importantes pour moi. J'essaie de tirer un modèle et j'essaie de le faire rationnellement. C'est-à-dire que je pense que toute cette politique n'est pas qu'une question d'affect, de sentiment. Je pense qu'il y a une rationalité derrière. Je suis absolument rationnel. Je pense qu'à partir du moment où on dit nous, il y a rationnellement des limites, un mode de fonctionnement de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Ça peut paraître fou, mais il est important pour moi que le livre soit absolument lisible par un adversaire ou par un ennemi, qu'il y reconnaisse quelque chose, que quelqu'un du Front National le lise et reconnaisse quelque chose de la situation. Pour moi, c'est une sorte de pause dans la guerre par lequel on doit pouvoir arrêter un moment de conflit et s'entendre sur le champ de bataille. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas reprendre la guerre. Ça veut dire qu'avant, on a un camp, etc. Donc pour moi j'ai une morale politique. Mais le livre correspond à ce moment de pause et c'est comme ça que je conçois l'universel, en fait. C'est-à-dire simplement le fait que la possibilité de penser donne accès à la possibilité d'être empathique, y compris avec son ennemi absolu, pour à un moment s'accorder sur les termes mêmes du conflit. Dans mon souvenir, à la toute fin de Forme Objet, la formule c'est « j'ai pas d'ennemi, mais si j'en avais un, j'en serais jaloux ». Et pour moi, c'est la pointe de mon entreprise, profondément. C'est-à-dire c'est une entreprise rationaliste de compréhension de tout, mais je sais très bien qu'il y a un prix à payer au fait de tout comprendre. Si tu comprends tout, tu dois comprendre
ton contraire, c'est-à-dire tu dois comprendre celui qui ne veut pas tout comprendre. Celui qui ne veut pas tout comprendre, c'est mon ennemi. Profondément, c'est celui qui va se constituer en ennemi de moi. Et pour moi, là apparaît une sorte de forme mélancolique qui est très liée à l'idée de prix à payer, ce que je fais, qui est que je veux poursuivre le projet universaliste, mais avec un prix à payer. C'est-à-dire, je pense qu'on peut penser tout, mais que ça ne produit pas un absolu. C'est-à-dire que ça permet de penser la chance égale de celui qui ne veut pas penser tout, de celui qui va être lié à un particularisme, à du particulier. Et pour moi, c'est le sens d'une sorte de mélancolie à la fin de Forme et Objet, qui est comment reprendre un projet universaliste sans être hégémonique. Pour moi, c'est la clé toujours de ce que je veux faire, c'est-à-dire, je sais, si je reprenais à zéro le projet universaliste, le projet de tout comprendre rationnellement, je pense que je referais des erreurs qui sont, je sais pas, l'erreur hegelienne, par exemple. Je produirais des effets d'autorité, des effets de domination. Donc je veux pouvoir tout comprendre, y compris politiquement, accéder à la forme même de tout nous, mais pour ça, abandonner les effets d'autorité et être très attentif au fait de produire une pensée non hégémonique, qui ne produise pas d'effets d'autorité, qui ne produise pas d'effets de légitimation. Et alors là, je vais le dire très très simplement, hein, ça peut paraître presque un peu vulgaire, mais par exemple en politique, dans nous, ça vient pour moi du fait que je ne crois plus, par exemple, à des formes de pensée de gauche, en étant très, même si gauche n'est pas un bon terme, parce que je ne pense pas qu'il y ait de gauche transcendantale, il y a de gauche qu'empirique. Je ne crois pas aux formes de pensée universalistes et émancipatrices qui ont existé pendant 2 siècles et demi, qui ont produit des modèles universels de la politique, je pense à Sartre par exemple, Sartre de la critique de la raison dialectique, et qui après ont déduit dans quel camp il fallait être. C'est-à-dire qui à la fois produisait la carte générale du territoire, et après disait « et voilà le bon camp ». Génial, c'est mon camp en plus, hein, donc voilà. Et moi je renonce à ça, volontairement, enfin, vraiment dans nous, et c'est très douloureux à faire, hein. Ça veut dire que je me retiens, mais c'est vraiment de la retenue, enfin, c'est une sorte de barrage que je m'impose. Je me retiens pour 2 raisons. La première raison, c'est que je veux être crédible aux yeux de l'ennemi. C'est-à-dire au bout d'un moment, je pense que l'ennemi, les gens qui ne sont pas progressistes, ils rigolent de ça. Alors, vous voyez la manière dont la rhétorique chez les réactionnaires de dire « Ah, ceux qui se croient dans le camp du bien, les progressistes », c'est-à-dire ceux qui utilisent l'universalisme pour justifier leur particularité qui est d'être avec les universalistes. Donc moi je veux une opération qui soit crédible aux yeux de mes ennemis, aux yeux de ceux qui ne sont pas universalistes, qui disent « Ah bah oui, tu nous as compris, tu as compris l'ensemble, et du coup tu as fait l'effort noble de ne pas chercher à déduire que tu étais dans le bon camp ». Donc il y a une question de crédibilité pour moi d'un universalisme. Et la deuxième raison, c'est l'absence d'effet d'autorité. C'est que un tempérament libertaire qui fait que je vois toujours un coup de force dans ces pensées qui produisent un universalisme et qui ensuite désignent le camp des universalistes. Je ne fais pas ça, mais ça produit un affect, par contre, profond, qui est une forme de mélancolie. Et qui est il y a 7, pour moi, il y a cette mélancolie. Dans la nouvelle qui s'appelle Hémisphère, par exemple, c'est profondément ça. C'est l'universalisme, bon bah voilà. Mais à une condition, c'est que j'essaie de faire l'effort de ne pas placer cette mélancolie dans la pensée philosophique. Parce que c'est pas son lieu. Et je crois vraiment au fait qu'il y a des ordres et il y a des lieux. Donc je ne veux pas produire une pensée philosophique qui soit complaisante avec cette mélancolie de l'universaliste. Du coup, le nous, il a 2 sens comme toujours. C'est ce qu'essaye d'expliquer le livre aussi. C'est que j'essaye de faire un effort contre moi-même en produisant un nous ouvert qui accueille l'ennemi. Et en même temps, j'essaie de déterminer, mais je crains que ce soit un peu mélancolique, ce nous particulier qui est celui qui croit au nous universel. Mais j'essaye de le faire sans coup de force, sans effet d'autorité, sans effet de légitimation, sans effet de domination. Et juste une phrase pour dire ça. Ce modèle de coup de force, pour moi, dans la pensée marxiste, dont je viens par exemple, c'est le concept de prolétariat. Le concept de prolétariat, le prolétariat, celui magiquement qui, étant une partie de la société, tient en lui la totalité de la société. Puisque c'est l'idée de dictature du prolétariat chez Lénine, la dictature du prolétariat va produire la démocratie, puisque si on donne un pouvoir dictatorial à une partie qui se trouve être la majorité de la société, en fait c'est toute la société qui va gouverner. Le prolétariat porte avec lui, puisqu'il n'a rien d'autre à vendre que sa force de travail, etc. C'est celui qui porte le tout social. Et ayant une éducation marxiste, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un geste magique là-dedans, et qui en plus pour moi est la clé de tout l'autoritarisme de cette tradition, du léninisme par exemple. C'est une manière de dire, il y a une partie qui se trouve être la majorité, qui est le tout. Ça je ne veux pas le faire. Je pense qu'il y a un tout, mais je pense qu'il n'y a pas de partie qui est le tout.
S'il y a dictature du prolétariat, on l'a vu, c'est tout simple, c'est l'expérience du XXe, mais que se passe-t-il quand il y a dictature du prolétariat? Il y a dictature. C'est tout. On n'obtient pas magiquement, enfin voilà, le pouvoir de la partie ne se transforme pas magiquement en pouvoir de la totalité. Il ne se transforme pas en démocratie réelle. Jamais.